Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui continue donc notre réexploration, refonte, etc. Bref, notre sabbat 2.0, notre cycle de sabbat 2.0, avec le sabbat qui approche à grands pas. Je ne vous surprendrai pas en vous rappelant que c'est celui de Yule. Alors, on va revenir un petit peu sur tout ça, sur ce qu'on entend au travers de ce terme-là, d'où il vient, ce qu'il peut éventuellement signifier. On va débunker quelques idées reçues également, comme d'habitude, on va essayer de remonter à certaines origines, pas toutes parce que mine de rien, les célébrations autour du solstice d'hiver, puisque c'est de ça qu'il s'agit, sont extrêmement nombreuses, extrêmement vastes et quelquefois très sujettes à controverse. Donc on y reviendra rapidement, mais on pourra peut-être pas forcément aller jusqu'au bout. Vous l'aurez compris, c'est une vidéo qui promet d'être un petit peu longue, donc je pense que la team 40 minutes va être ravie, la team 20 beaucoup moins, j'en suis navrée, mais vous pourrez fractionner si jamais ça vous semble un petit peu trop indigeste. Alors c'est parti, on se lance. Alors déjà quand on parle de Yule, quand on parle du sabbat de Yule, on parle donc du solstice d'hiver. C'est donc une date astronomique qui est clairement définie et qui correspond à un phénomène naturel réel. Je ne vais pas revenir sur ce qu'est exactement un solstice, puisqu'on en a déjà parlé quand on a parlé du solstice d'été. Je vous le mets dans le petit si jamais ça vous intéresse, quand on a parlé donc du sabbat de Lisa. Mais on va quand même rappeler rapidement que le solstice d'hiver, c'est le moment où la nuit est la plus longue dans toute l'année par rapport à la durée du jour. Cela ne veut absolument pas dire que nous sommes loin du soleil, c'est même tout le contraire. En réalité, on est plus près que jamais. Alors pourquoi est-ce qu'on a froid et pourquoi est-ce qu'il fait nuit ? Eh bien en réalité, ça ne vient pas de la proximité de notre planète avec le soleil, ça vient tout simplement de l'inclinaison de l'axe de notre planète. Vous savez sans doute que la Terre n'est pas droite sur son axe, elle est légèrement inclinée. Eh bien il se trouve que dans l'hémisphère nord, puisque notre solstice d'hiver aux alentours du 20, 21, 22 décembre n'est valable que pour l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, toutes les dates sont inversées. Et bien dans l'hémisphère nord, l'inclinaison fait que les rayons vont nous parvenir de manière très oblique et donc vont se diffuser beaucoup plus largement sur la surface du globe, ce qui fait que bien les rayons du soleil étant moins concentrés, on a moins chaud. Tout simplement. Mais si vous lisez quelque part que le solstice d'hiver, c'est le moment où on est le plus loin du soleil, jetez immédiatement la source dans laquelle vous avez lu ça au feu. Parce que c'est complètement faux. On va jeter plein de sources au feu aujourd'hui. Plein. Bref, en tout cas, solstice, comme on l'a déjà vu, ça veut donc dire littéralement soleil immobile, puisque le soleil a l'air d'avoir stoppé sa course à l'horizon. Il a l'air, c'est pas le cas. Tout simplement, ça vient encore de notre fameuse inclinaison. Mais ça, je vous renvoie à la vidéo de Lisa où je vous explique le phénomène un petit peu plus en détail. En tout cas, aujourd'hui, ce solstice d'hiver, on le retrouve à beaucoup de sauces. À la sauce gribiche peut-être, à la sauce aux érelles, c'est une blague vraiment dégueulasse, pardon. On le retrouve à plein de sauces différentes, il porte plein de noms différents, et pourquoi est-ce qu'on le retrouve sous autant de noms ? Eh bien tout simplement parce que le nom original, eh bien on ne le connaît pas. Vous savez sans doute que les sabbats que l'on fête aujourd'hui, donc les fameux 8 sabbats de la roue de l'année qui nous viennent à l'origine des traditions plutôt wiccanes, même si ce sont des choses qui sont un petit peu plus complexes que ça, viennent essentiellement de traditions que l'on a récupérées dans les traditions celtes. Eh bien il se trouve que par un malencontreux hasard, le sabbat du solstice d'hiver, ou en tout cas les célébrations du solstice d'hiver, sont les seules dont on n'a absolument aucune trace documentaire chez les Celtes. On ne sait absolument pas si les Celtes fêtaient le solstice d'hiver. Voilà. Donc si jamais vous lisez quelque part que les Celtes faisaient ci, faisaient ça, non, jetez encore cette source au feu. Vous allez mettre plein de choses au feu, ça tombe bien, c'est la saison pour se chauffer. Faites chauffer les cheminées, on va mettre plein de choses dedans. Alors on sait néanmoins que le phénomène astronomique, lui, il était connu au moins depuis la préhistoire, puisque on a certains monuments mégalithiques qui sont construits en fonction de ce phénomène-là, qui ont certains alignements de manière à ce que la lumière rentre dans certaines fissures, certains endroits, frappe certaines pierres à tel moment. Donc c'était connu, je pense notamment à Newgrange ou encore à Stonehenge, qui ont des installations ou des mises en place qui coïncident avec le moment du solstice d'hiver, donc le phénomène était connu. On se doute bien que si c'était connu à la préhistoire, les Celtes ne sont pas passés à côté non plus, hein. On n'a pas régressé dans l'histoire. On sait également que c'était fêté dans l'Antiquité
chez pas mal de peuples, notamment chez les Romains qui en ont laissé plein de traces, on y reviendra tout à l'heure. On sait que ça a été fêté ensuite chez d'autres peuples pendant la période médiévale, notamment chez les peuples germaniques et scandinaves, ça aussi on y reviendra. Par contre chez les Celtes, eh bien... Imaginez un bruit de corbeau là. J'ai pas les qualités au montage pour le faire, mais on n'en sait rien. Voilà, on part déjà avec des trucs qu'on sait pas. On sait que, voilà, on le sait toujours que quand on revient aux origines des sabbats, on va patauger dans la semoule. Voilà, on va beaucoup patauger. Alors toujours est-il qu'aujourd'hui, du coup, ce festival, eh bien, il est nommé de plein de façons différentes, puisque son nom d'origine, eh ben, on le connaît pas. Puisque c'est une festivité qui a été reconstruite. Alors, c'est pas parce qu'on n'a pas ces sources que les Celtes ne le fêtaient pas. On sait que les Celtes fêtaient les 4 grands sabbats du feu, donc les 4 grands festivals du feu, que sont donc Beltane, Lunasa, Samhain et Imbolc. Ça, on en a des traces dans les textes. Par contre, les solstices et les équinoxes, Copec. Donc ce sont des noms qui sont reconstruits, qui ont été donnés dans les années 60-70, notamment sous l'impulsion d'Aidan Kelly, donc, qui est un auteur britannique wiccan, pas que, mais aussi surtout sur son impulsion à lui, qui a cherché en fait des termes pour faire rentrer ces sabbats-là dans une logique celtisante. On va pas dire celtique parce qu'on verra quand on arrivera à Ostara que c'est pas celtique, bref. Mais celtisant du moins, pour essayer de donner un tout cohérent en fait, puisqu'il avait gardé les noms originaux des grands festivals du feu pour les 4 sabbats que j'ai cités tout à l'heure. Alors on va voir tout à l'heure l'origine de Yule, on va d'abord parler des autres noms qu'on peut lui donner. Si jamais vous suivez la tradition néo-druidique, vous avez peut-être connu ce festival-là sous le nom de Alban Arthan. Ce nom-là, il nous vient du 19e siècle. Il y a un poète à cette époque-là qui s'appelle Iolo Morganwg, et qui a donné en fait des noms aux petits festivals, donc les fameux solstices et équinoxes, et qui avait proposé ce nom-là. Lui, il était donc d'une tradition néo-druidique. Ce nom-là veut dire la lumière d'Arthur. Ça fait référence au roi Arthur, tout à fait, tout simplement parce que à cette époque-là, dans la tradition wiccan, donc il faut savoir que la tradition néo-druidique, même si elle ne découle pas directement de la tradition wiccan, elle en est quand même un petit peu inspirée. La tradition wiccan préconisait au moment de Yule une bataille symbolique entre les deux figures du dieu cornu, qui sont le roi Ou et le roi Chêne, puisque, étant donné que la Wicca se base essentiellement sur la culture anglo-saxonne et donc la culture celtique, elle divise l'année en 2 pôles, un pôle clair et un pôle sombre. Le pôle clair est symbolisé par le roi Chêne, le pôle sombre par le roi Ou. Il faut savoir que donc, au moment du solstice d'hiver, certes c'est la nuit la plus longue de l'année, mais c'est à partir de cette nuit-là que les jours vont commencer à rallonger progressivement. C'est donc la victoire du roi Chêne, le roi de la moitié lumineuse de l'année, et la défaite du roi Ou. Or, le roi Ou est quelquefois... je vais y arriver. Assimilés, enfin les 2 rois sont quelquefois assimilés au roi Arthur, le roi Chêne au roi Arthur au moment de sa gloire, le roi Ou au moment de son déclin. Par conséquent, le moment de la mort du roi Ou correspondrait symboliquement à la mort du roi Arthur. C'est la raison pour laquelle on appelle ce moment-là la lumière d'Arthur, puisque tout comme le roi Ou, le roi Arthur ne meurt pas vraiment, il entre en dormition, où il est emmené pour dormir tranquillement sur l'île d'Avalon par sa demi-sœur Morgane, en attendant son réveil le jour où l'Angleterre aura besoin de lui, mais ça c'est une autre histoire. Bref, toujours est-il que on a vraiment cette idée d'un moment charnière où, certes, on est à la nuit la plus longue de l'année, mais les jours clairs vont revenir à la suite de ça. On est au plus noir de l'hiver, au plus sombre de l'hiver, mais c'est une promesse de renouveau également. Alors, il faut savoir que on l'appelle aussi également pour cette raison Midwinter, ce qui veut dire le milieu de l'hiver. Alors vous allez me dire, ouais, milieu de l'hiver ? Attends, le solstice d'hiver, c'est le début de l'hiver. Alors oui, pour nous aujourd'hui, pour notre découpage des saisons, c'est le début de l'hiver. Il faut savoir que dans la manière dont les Celtes envisageaient les saisons, je vous l'ai dit, elles étaient essentiellement en
deux moitiés, une moitié sombre, une moitié claire, mais il se trouve que l'hiver commençait plutôt aux alentours de Samhain pour se terminer aux alentours d'Imbolc, et par conséquent, on se retrouvait avec le solstice d'hiver qui est au milieu de cette période-là. En hommage à cette tradition-là, on l'appelle quelquefois Midwinter, tout comme on appelle Lisa Midsummer, le milieu de l'été, alors que là encore, pour nous, c'est plutôt le début. Alors ça, ce sont des choses qui nous viennent essentiellement de l'observation de certains calendriers, notamment le calendrier de Coligny, qui nous marque bien qu'on rentre dans la saison hivernale au moment de Samonios, donc qui est l'équivalent gaulois de Samhain. C'est pas quelque chose de complètement fantaisiste, mais ça c'est quelque chose qui nous vient essentiellement des rythmes agraires et d'une époque où la météorologie était quand même assez différente d'aujourd'hui. On se doute bien qu'à l'époque du calendrier de Coligny, on est au 1er siècle, la météo n'était pas exactement la même qu'aujourd'hui. Nous, on peine très clairement à rentrer dans l'hiver. Là, je ne sais pas chez vous, mais moi très clairement, je suis très clairement encore en automne au moment où je tourne cette vidéo, et pourtant on approche de la mi-décembre, donc on approche techniquement du début de l'hiver. Ce qui est normal, du coup, dans notre logique. On se doute bien qu'on n'a pas du tout le sentiment qu'on approche du milieu de l'hiver, on approche plutôt de son début. Bref, vous avez compris. On appelle également ce moment quelquefois la nuit des mers, et le festival des Lumières, ça c'est essentiellement des noms qu'on retrouve dans le néopaganisme, la nuit des mers plutôt dans les traditions néo-scandinaves, néo-germaniques, notamment la Zatrou, et le festival des Lumières dans certaines traditions qui ne se réfèrent pas à des références Wicca. En tout cas, donc pourquoi la nuit des mers? Tiens, d'ailleurs, on va quand même revenir rapidement là-dessus. Tout simplement parce que c'est un hommage à la déesse mère qui donne naissance, dans certaines traditions, dans la plupart des traditions, au dieu soleil qui va renaître au moment du solstice. Je vous l'ai dit, c'est le moment où les jours vont commencer à rallonger lentement. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve également dans les voies féminines, comme notamment les voies dianiques. Donc la Wicca dianique, c'est une branche de la Wicca qui n'accueille que les femmes. Puisque voilà, ça met en relief le féminin sacré, etc. Et également, je vous l'ai dit, dans la mythologie scandinave, où là on va plutôt faire référence à un dieu particulier qui est le gardien du pont Bifrost, qui s'appelle Heimdallr, et il se trouve que Heimdallr, il est né de 9 mères. Ça devait être sympa à Noël. Bref, vous avez compris. Et le Festival des Lumières, eh bien, ça nous vient tout simplement de la tradition qui est partagée quasiment dans toutes les voies possibles, d'allumer en fait des lumières pendant cette nuit la plus longue de l'année pour dissiper les ténèbres et encourager le soleil à renaître et à briller toujours plus haut, toujours plus fort, vous avez compris. Donc ce qu'il y a bien avec ce terme-là, c'est qu'il est applicable à peu près à tout, quelle que soit la confession, que l'on appartienne à un panthéon ou que l'on appartienne à une voie qui ne travaille pas avec les divinités. Donc c'est quelque chose qui est assez versatile et qui est assez adaptable. Mais bien entendu, le nom qu'on retrouve le plus souvent, eh bien, c'est Yule. Alors Yule, c'est un terme qui serait d'origine germano-scandinave. Oui, j'ai dit qu'il serait. On va voir que c'est pas si simple que ça et que c'est un terme, il ne faut pas l'oublier, qui est reconstruit. Un grand bonheur. Et aujourd'hui, c'est celui qu'on emploie le plus, tout panthéon confondu, qu'on soit d'un panthéon germano-scandinave ou pas du tout. Alors, sous ce terme-là, on a longtemps mis plein de célébrations pré-chrétiennes qui auraient été observées par les peuples germaniques et les peuples nordiques, qui ont été ensuite englobées, recouvertes par les fêtes de Noël au moment de la christianisation. Il faut savoir que la christianisation des pays germano-scandinaves, elle a été beaucoup plus tardive que celle des pays celtiques. Autant le dernier bastion celte, c'est l'Irlande, qui se fait écrabouiller au IVe siècle, eh bien, il faut attendre l'an 1000 pour que les pays scandinaves soient convertis au christianisme. On a là donc un énorme décalage, puisque ça fait 600 ans, enfin 500, mais on a quand même un décalage qui est quand même assez gigantesque et qui explique pourquoi ce nom-là nous est mieux parvenu et les connaissances qu'on a des traditions germano-scandinaves en matière de célébration païenne nous sont très bien connues puisque elles ont duré plus longtemps, tout simplement. Il faut savoir que c'était des peuples
peuple qui résistait encore et toujours à l'envahisseur, et contre lesquels on s'est moult fois cassé les dents. Même les Romains se sont pété les dents dessus, mais ça c'est une autre histoire. On en a amplement parlé dans Une année en magie, je vais pas revenir là-dessus. Bref, toujours est-il que, eh bien, contrairement à ce que l'on croit, Yule, c'est la reconstruction de ce qu'aurait pu être cette festivité dans la langue anglo-saxonne. Donc c'est un mot, on ne sait pas s'il a été employé par les peuples à cette époque-là. On ne le sait pas. En revanche, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est issu d'un nom en vieux norrois qui est Yol, qui s'écrit J-O accent aigu L, et qui se prononce donc à peu près de la même façon. C'est pas tout à fait Yule, c'est Yol, avec un O qui est entre le E et le OU, pour être très, très rigoureux là-dessus, et qui signifierait... Vous aimez mes conditionnels, n'est-ce pas ? Vous les aimez, mes conditionnels. Qui signifierait solstice. Alors, il faut savoir que cette origine, que ce mot-là, aurait une origine proto-germanique, mais elle est très incertaine, malheureusement. On en trouve des dérivatifs qui sont sans doute issus d'une racine commune. Moi, j'aime bien coupler les mots entre eux. Une racine commune. Clac. Parce que voilà, pourquoi. Donc on a notamment un mot vieil anglais qui est Yule, qui s'écrit G-E-O-L, et qui veut dire jour de solstice, ça on le sait. Et on a le terme Yola, G-E-O-L-A, qui lui nous parle de la période autour du solstice d'hiver. L'actuel Yuletide, si vous voulez, le moment de Yule autour du solstice d'hiver. Un petit peu plus tard, on a également un mot qui est Yuli, qui désigne la période approximativement de décembre et de janvier. Et on a quelques termes dans les langues modernes qui laissent présager que ce terme-là a toujours eu cette signification-là, puisque par exemple en allemand, le terme Yule qui dérive du bas allemand, Yule toujours avec un J, J-U-L, qui donc découlerait du bas allemand, qui lui-même découle du scandinave. Donc on a quand même une bonne hypothèse que notre fameux vieux norrois Yule apparaîtrait aux alentours de l'an 900. Voilà, quelque chose comme ça. C'est pas très ancien, finalement. C'est sans doute quelque chose qui fait référence à quelque chose de plus ancien. Parce que les mots ne naissent pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit, il y a forcément une origine là-dessus. On a des hypothèses d'un Jólablot, donc qui serait blot, ça vient donc ça désigne une célébration sacrificielle qui était observée par les peuples scandinaves aux alentours du 8e, 9e siècle, donc pendant l'époque viking notamment. Seulement le problème, c'est que selon les sources, ce fameux Jólablot, il serait soit au moment du solstice d'hiver, soit à la mi-janvier. Ce qui ne nous arrange pas énormément, on est bien d'accord. Donc, c'est possible que ça vienne de là, c'est possible, mais peut-être pas. On a même des mentions d'une divinité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, qui se fait appeler Jolner et qui est probablement un surnom, un des multiples et innombrables surnoms de notre cher vieux Odin. Et il se trouve que Odin, pour certaines choses, il est pas mal associé aux célébrations du solstice d'hiver, donc pourquoi pas. Mais là encore, il faut y aller avec moult précautions et ne pas faire des raccourcis trop hâtifs comme ça a pu être le cas assez souvent. C'est possible que ça vienne de là. Il y a de fortes chances. Mais il y a des chances qu'on se plante aussi. Donc on fait attention. Alors, toujours est-il que dans la Rome antique, on le sait. Là, on le sait, c'est cool parce que les Romains, ils écrivaient tout le temps et qu'ils écrivaient beaucoup sur leur propre tradition. Et on les en remercie parce que eux, par contre, on peine pas trop au niveau des sources. Même les cultes à mystère, on a des sources, c'est incroyable. Maigre, plus maigre que le reste, mais quand même, on a des sources. On le sait, à cette époque-là, il y avait un grand festival aux alentours du solstice d'hiver. Qui dit que dans la Rome antique, il y avait un festival à ce moment-là, dit qu'il y a de fortes chances pour qu'ensuite, à l'époque médiévale, eh bien, il y ait des choses qui soient restées. C'est la raison pour laquelle on se doute qu'il y avait des célébrations qui étaient connues. Même chose, étant donné que les Celtes étaient un peuple contemporain des Romains, il y a aussi de fortes chances
qu'ils aient marqué ce moment-là dans leur calendrier. Or, c'était peut-être pas quelque chose de suffisamment important pour que ce soit notifié dans les textes, comme les grandes célébrations du feu que sont donc Beltane, Lunasa, Samhain et Imbolc. Parenthèse fermée, revenons à nos Romains. Dans la Rome antique, on le sait, un gros festival sur plusieurs jours avait lieu à cette période-là et s'appelait les Saturnales. Ça durait à peu près une semaine, ça précédait le solstice, donc ça se terminait le jour du solstice. Attention, on le confond très souvent avec le Dies Natalis Solis Invicti, c'est pas tout à fait la même chose, on y reviendra, mais en tout cas, on sait que ça existait et ça c'est très 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 bien documenté parce qu'il y a même quelqu'un qui a eu le bon goût d'écrire un bouquin entier dessus. Je vous en reparle tout à l'heure. Alors, donc les Saturnales, qu'est-ce que c'est ? Comme leur nom l'indique, c'est un festival qui a un lien avec Saturne. Oui, parfaitement. Alors, Saturne, pourquoi Saturne ? Pourquoi Saturne à ce moment-là ? Saturne, il faut savoir que c'est donc le papounet de Jupiter. Papounet qui a eu une petite idée pas très sympathique. On lui a prédit que son fils causerait sa chute, sans lui dire de quel fils il s'agissait. Et dans le doute, Saturne il s'est mis à manger ses enfants. Parce qu'il s'est dit non, il est hors de question que je chute, je suis très bien là où je suis. À table, je mange mes enfants. Bon. Sa femme était moyennement d'accord avec l'idée, ça lui plaisait pas trop, parce que bon, quand même, tu accouches de tes enfants, tu les vois manger par ton mari, tu te dis bon, tout ça pour ça, c'est un peu triste ou n'est. Toujours est-il que, en ayant un petit peu assez de ça, elle a caché l'un de ses enfants, notre fameux Jupiter, et elle l'a élevé en secret pour qu'il aille ensuite libérer les autres enfants. Donc il a tué son papa pour libérer ses frères et sœurs, parce qu'ils étaient quand même restés vivants à l'intérieur du système digestif de Saturne, qui ne devait pas avoir des enzymes très actives. Il aurait peut-être dû prendre du citrate de bétaïne, quoi qu'il en soit, ça n'existait pas à l'époque, du coup il n'a pas digéré ses enfants sont ressortis, ce sont devenus les dieux principaux du panthéon grec puis romain, puisque les mythologies sont liées, et Saturne a été défait. Il se trouve qu'avant tout cela, avant de manger ses enfants à la sauce gribiche parce qu'il n'avait pas envie de perdre son trône, eh bien il se trouve que Saturne n'était pas forcément un mauvais bougre. Bien au contraire. C'est même sous son règne, donc avant la naissance de ses enfants et avant qu'on ne lui fasse cette sombre prophétie qui l'a fait tourner anthropophage, Saturne régnait sur la Terre, sur les premiers hommes, pendant une période extrêmement faste qu'on appelle l'âge d'or. L'âge d'or, comme son nom l'indique, c'est une période de grand bonheur, de longévité, de sérénité, où on n'avait aucune guerre, pas de famine, pas de manque, abondance générale de la terre, pas de serrure aux portes des maisons puisque le vol et le crime n'existaient pas, bref, c'était le panard. Malheureusement, ça n'a pas duré, et avec la chute de Saturne est venue la chute de l'âge d'or. Par conséquent, le festival des Saturnales, c'était l'occasion de célébrer non pas le dieu anthropophage, mais l'âge d'or, donc ce moment où Saturne régnait en maître bienveillant sur la Terre et sur les premiers hommes avant que les choses ne partent en jus de boudin et que les hommes deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais, c'était mieux avant. Très clairement. Comme quoi la nostalgie, c'est vieux comme le monde au final. Hein. Le c'est mieux avant, ça date pas d'aujourd'hui. C'est pas un truc de boomer les enfants. Hein. La Rome antique déjà, on trouvait que c'était mieux avant. Qu'est-ce que ce sera dans quelques siècles ? Bref, vous avez compris. Toujours est-il que ce moment-là, on essayait de reconstruire l'âge d'or, ou en tout cas de le reconstituer dans une certaine mesure. Donc, grand moment de réjouissance, d'abondance, on mange à volonté, on abolit les guerres, on abolit les décisions de justice également, puisque il n'y en avait pas pendant l'âge d'or, et on abolit même les barrières sociales qui n'existaient pas là encore pendant l'âge d'or, puisqu'il n'y avait pas de hiérarchie parmi les hommes. Ce qui veut donc dire que, théoriquement, pendant les Saturnales, les esclaves avaient le même statut que leurs maîtres. Là encore, théoriquement, parce qu'en fait... disons que oui, il l'avait sur le coup. Enfin, s'il dépassait les bornes, on se doute bien qu'après les Saturnales, quand les choses rentraient dans l'ordre, il y avait quelques règlements de compte qui étaient faits. Donc bon, ils n'avaient pas trop intérêt à pousser trop, surtout s'ils avaient un maître un petit peu... Voilà, on a compris. Bref, toujours est-il que
On fermait les tribunaux, on fermait les écoles, on ne travaillait pas, ou en tout cas, il n'y avait que les travaux qui étaient nécessaires à la survie qui étaient maintenus, et surtout, on ne rendait pas la justice, et donc on n'exécutait personne non plus, et on ne déclarait pas de guerre. Donc c'était un moment de grande réjouissance. On sait que les Romains offraient des cadeaux, en particulier aux enfants. On sait que se tenaient des grands marchés qu'on appelait les sigillaria, notamment à Rome, donc dont nos marchés de Noël, entre guillemets, sont les arrière petits-enfants qui ont subi pas mal de lavage génétique. En tout cas, ces festivités, elles étaient extrêmement importantes. C'était un moment charnière de l'année qui a été tellement ancré qu'il a survécu dans pas mal de célébrations, et notamment dans les célébrations chrétiennes. On sait que quand le christianisme s'est imposé dans l'Empire romain, il a quand même pas pu tout gommer, il a gardé pas mal de choses, et aujourd'hui si on regarde un petit peu Noël, avec son côté festif, ses cadeaux, le côté renaissance du soleil, au travers de la naissance de Jésus, on a quand même cette idée-là, l'épiphanie, avec cette idée d'élire un roi de la fête, de gommer les barrières, de devenir, de pouvoir prendre le pouvoir, etc. Et puis les grandes réjouissances juste après du carnaval, évoque furieusement les Saturnales, beaucoup trop furieusement pour que ce soit un hasard. Donc c'est très probablement récupéré de tout ça. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il ne fallait pas confondre ce moment-là avec le Dies Natalis Solis Invicti, qui lui renvoie à un culte très particulier, qui est celui de la divinité indo-européenne Mitra. Alors Mitra, il faut savoir qu'il est arrivé relativement tardivement dans l'Empire romain, à peu près aux alentours du IIIe siècle. Donc c'est un dieu d'origine indo-iranienne, pour être assez précis. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, sachez que j'ai fait un gros dossier sur lui dans le numéro d'une année en magie de juin 2022. Je vous mettrai la référence en barre d'informations si vous avez envie d'aller le lire, parce que là je ne vais pas pouvoir vous en parler plus avant, parce que ça fait déjà 27 minutes que je parle, et que si je vous parle de Mitra, on y est encore jusqu'à Ostara, c'est pas le but. Je suis censée publier cette vidéo avant Yule. En tout cas, c'était un dieu qui était très populaire dans l'armée romaine en particulier, et qu'il est rentré dans le panthéon romain sous le règne de l'empereur Hadrien, et il a été surnommé le Sol Invictus, donc le soleil invaincu, en tant que patron de l'Empire romain. Simplement parce que l'Empire romain ne pouvait pas être défait. Enfin, ça, c'est ce qu'ils croyaient. On leur dit ou on leur dit pas que c'est... Bref. En tout cas, on avait fixé sa naissance aux alentours du solstice d'hiver, et il faut savoir que à l'époque du calendrier en usage dans l'Empire romain, qui est donc à cette époque-là le calendrier julien, eh bien il faut savoir que le solstice d'hiver tombait généralement le 25 décembre. C'est pour ça que Noël, c'est le 25 décembre. Tout à fait. Donc cette date était surnommée le Dies Natalis Solis Invicti, le jour de naissance du soleil invaincu, mais il ne s'inscrivait pas dans les Saturnales. C'en est devenu un prolongement par la suite, mais il n'appartenait pas du tout au départ à la célébration originale des Saturnales. Disons que vu qu'il est venu juste après et que la symbolique en était proche, eh bien on en a fait un prolongement. Mais c'était pas le but premier. En tout cas, il est fort possible que ce soit cette célébration-là qui ait été à l'origine de la natalité chrétienne, puisqu'il est possible qu'on ait déplacé la date de la naissance du Christ à ce moment-là pour recouvrir cette fête-là qui était extrêmement populaire. Officiellement, il faut savoir que la date de Noël, elle a été fixée en 354, sur l'ordre d'un pape qui s'appelle Libère, si jamais vous avez envie de briller en société, bref, c'est pas forcément le sujet, mais c'est quand même relativement tardif, puisque la chrétienté, on le rappelle, elle était déjà bien installée dans le pourtour méditerranéen dès le 1er siècle. Du coup, on est quand même presque 300 ans plus tard. Donc, il y a bien eu la volonté de déplacer quelque chose. Il faut savoir que cette célébration du Dies Natalis Solis Invicti, elle était encore très vivace, et tellement vivace que l'édit de Thessalonique, qui a été édicté en 380, l'a fait interdire. Donc ça veut dire qu'en 380, on en avait encore ras-le-bol qu'on fête Mitra, la naissance de Mitra, à ce moment-là. Ce qui veut donc dire que si on a déplacé la date de la naissance du Christ à cette date-là, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être pas.
Bref, vous avez compris un petit peu mieux aujourd'hui les origines de Yule. On est passé quand même très très rapidement, je vous l'accorde. Cela dit, si jamais vous avez envie d'aller voir plus loin, ce que je vous encourage vivement à faire parce qu'aller voir plus loin c'est toujours intéressant, je vous ai mis en barre d'infos toutes les sources que j'ai utilisées pour préparer cette vidéo. Et si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur les Saturnales, je vous encourage très vivement à lire le livre éponyme de Macrobe à ce sujet. Oui, il a un nom un peu... C'est pas facile. Ça n'a pas dû être facile à l'école à l'époque, bref. Mais Macrobe nous a écrit un livre très imposant sur ce sujet, sur lequel il nous détaille toutes les célébrations, toutes les traditions des Saturnales. C'est un puits sans fond d'inspiration, de connaissances et d'informations à ce sujet-là. Donc si jamais ça vous intéresse, lisez Macrobe. Bref, aujourd'hui, parce que quand même, ça fait une demi-heure qu'on parle de ce qui se passait dans l'Antiquité à l'époque médiévale, mais quid d'aujourd'hui, parce que c'est ce qui nous intéresse finalement, on va pas remonter le temps dans une DeLorean pour aller dire aux Romains qu'ils vont se faire maraver la tronche s'ils vont un peu trop à l'est. On aurait pu les prévenir. Que serait devenu le monde ? Que serait devenu le monde si les Romains avaient su qu'il fallait pas aller à l'est ? Vous avez 4 heures. Bref. En attendant, que faire ? Que fait-on ? Quelles sont les traditions de Yule aujourd'hui ? Quoi qu'il en soit, vous l'avez compris, le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue de l'année, et c'est aussi à partir de ce moment-là que les jours vont commencer à rallonger. Oui, je vous le répète depuis le début. Oui, je vous matraque, que voulez-vous ? C'est donc un moment paradoxal. On a d'un côté l'obscurité la plus profonde, mais on a de l'autre côté l'espoir que cette ombre finisse et que le soleil revienne, et surtout avec lui que le printemps approche. Du coup, on va généralement centrer toutes les festivités de Yule autour de ces deux notions. L'ombre profonde et le soleil qui revient. Là, j'ai soudainement Jésus revient dans la tête de La vie est un long fleuve tranquille. Et j'avais besoin de vous le dire parce que ceux et celles qui ont la référence, je souhaite de tout cœur que vous l'ayez dans la tête aussi pour ne pas être la seule à souffrir. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir, c'est cadeau, cœur patate avec les doigts. Bref, généralement, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Eh bien, on travaille sur la magie solaire. Les plus courageux vont se lever dès l'aube pour accueillir le soleil, souvent avec des chants, de la musique, des percussions, des danses, des prières, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Enfin, cela dit, ça va. L'aube, c'est pas très tôt à cette période de l'année, vers 7h30 à peu près, c'est bon, donc ça va, c'est pas non plus. Mais généralement, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on éclaire la nuit avec des feux, des lumières, des lanternes, des chandelles, des guirlandes de sapin de Noël, ça marche très bien aussi, pour symboliser les lumières qui brillent encore dans les ténèbres et qui vont revenir. Du coup, on va vers la Renaissance, on va vers le printemps, on va vers le mieux, on prépare déjà Imbolc, parce qu'on est souvent dans la projection. Alors on sait que le plus gros, le plus dur, le plus vénère de l'hiver arrive, parce que généralement c'est en janvier-février qu'on se tape les grosses gelées, mais on a quand même les jours qui rallongent progressivement et qui sont quand même encourageants et qui nous disent que bon, même si il va encore faire froid, on sait que ça ne durera pas éternellement. Donc on a toujours cette idée de voir plus loin. On croit à tort. Aujourd'hui, j'entends souvent ça. Petit aparté, petite parenthèse, posons-nous, Titol, qu'on discute. J'entends souvent cette idée reçue qui m'agace un petit peu. Enfin, qui m'agace un petit peu. De personnes qui disent oui mais nous on n'est pas dans l'instant présent, on est tout le temps dans la projection, on pense toujours à plus tard, à l'après, on devrait profiter du moment, être dans l'ici et le maintenant, comme nos ancêtres le faisaient, nos ancêtres. Alors nos ancêtres, tu sais pas qui c'est, hein, tu sais pas si c'est Michel Drucker ou Nabucodonosor, tu ne sais pas. Les anciens, c'est les anciens, on ne sait pas qui. Eh bien non, regardez les sources, regardez les sources. On s'est tout le temps projeté vers l'avenir. À partir du moment où l'homme a compris qu'il avait un avenir, il a fait que ça, se projeter vers l'avant. Si on regarde les célébrations des Saturnales, donc on est dans l'Antiquité romaine, avant Jésus-Christ, et ben on se projetait déjà au printemps suivant. On fait ça tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas vivre en fait si on se projette pas un minimum. Surtout quand on vit en société. Il faut s'organiser un minimum, il faut faire des provisions pour l'hiver, il faut préparer la terre pour les labours, pour les semailles, etc. On est constamment dans la projection. Donc arrêtez de croire qu'on vit trop dans l'avenir et pas assez dans le présent. On l'a toujours fait, c'est humain, ça fait partie du code génétique. Fin de l'aparté, T-Talk. Vous pouvez reposer votre tasse de thé, reprendre votre crayon, et on est reparti. Enfin, en admettant que vous ayez un crayon pour m'écouter, j'espère que vous avez un crayon.
Je l'espère, ça ferait du bien à mon petit cœur d'ex-enseignante que vous ayez un crayon. Non pas que cette période me manque, mais tout de même. Bref, revenons à nos moutons. Donc, le pire de l'hiver est encore à venir, mais les jours rallongent, il y a de l'espoir, cuit, les petits oiseaux, le printemps revient. Par conséquent, on symbolise ça en général en ramenant dans la maison des végétaux persistants qui ne portent pas eux-mêmes les stigmates de l'hiver. On sait que les arbres à feuilles caduques sont tout nus. Oui, je te vois, mon petit arbre que j'aime beaucoup qui est tout nu dehors. C'est triste. On a envie d'aller lui mettre une écharpe et un petit bonnet. Mais on a des arbres qui, eux, s'en foutent éperdument et qui gardent leur sublime. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure, n'est-ce pas? Donc on va ramener tous ces végétaux-là toujours verts qui ne montrent aucun signe de fatigue pendant l'hiver dans la maison. Donc notre fameux sapin, mais aussi le hou, le lierre, le gui, d'autres conifères, du laurier, bref, toutes ces petites choses-là qui ne bougent pas, qui font fi de l'hiver et qui s'en foutent qu'il fasse froid, parce que eux, ils survivent. Ça rappelle tout simplement que la vie existe encore, que la nature n'est pas complètement en sommeil et que le reste va bientôt reverdir. Donc dans la même idée, on va aussi se rassembler à l'intérieur en général, donc dans la chaleur du foyer, auprès des gens qu'on aime, généralement la famille, les proches. On partage un grand repas pour l'idée de l'abondance, parce qu'il faut savoir que souvent ces périodes-là, c'était là pour nos ancêtres pour le coup, et là je parle de nos ancêtres il y a 4 ou 5 générations, donc pas si loin que ça, voire même si vous avez une famille qui était d'origine agraire, rurale plutôt qu'agraire, vous avez compris, c'était des périodes de privation. Moi j'ai toujours entendu ma mère et ma grand-mère me dire qu'à Noël ils avaient une pomme et une orange, parce que tout simplement c'était des moments où on mangeait pas forcément à notre faim, et où on mangeait souvent des choses qui étaient pas GG. En gros, t'avais des patates tout l'hiver, parce que c'est ce qui se conservait le mieux. Donc pendant très longtemps, jusqu'au début même jusqu'au milieu du XXe siècle dans certaines régions, et jusqu'au début du XXe siècle, donc là on parle bien de nos ancêtres à nous, c'était quand même une période de privation à partir de début novembre jusqu'à début mars, quoi, voire début avril. Et du coup, faire un gros repas au milieu de cette période-là, au moment où on a froid, où il fait noir, où on est déprimé, où on perd le courage, eh bien c'était un moyen de tenir le coup. On le faisait plutôt au début, je vous l'ai dit, c'était une période qui durait généralement de début novembre jusqu'à fin mars, début avril. Pourquoi on le faisait pas en plein milieu? Eh bien tout simplement parce qu'au plein milieu, on n'avait pas forcément toutes les ressources pour faire un gros repas. Donc on le faisait plutôt milieu-début, premier tiers, on va dire, parce que il y avait encore de la nourriture en abondance à ce moment-là, et que certaines denrées périssables pouvaient être consommées. D'ailleurs, c'était souvent l'occasion de les consommer avant qu'elles ne périssent pour ne pas faire de gaspillage. Donc on faisait un bon gros repas pour prendre des forces, pour se faire du bien au corps, au cœur, à l'âme, cuit, vous avez compris. Donc c'était une manière de rompre un petit peu ce jeûne forcé en fait, qui pouvait quelquefois saper un petit peu le moral. En tout cas, à l'image de ce qui se passe dans la nature, c'est-à-dire qu'on voit pas vraiment l'activité de la nature en surface, mais on sait que sous le sol, il se passe des choses, les graines sont en dormance, elles vont se préparer à germer, il y a des animaux qui hibernent, les larves d'insectes se développent. Bref, aujourd'hui, on part souvent du principe que au moment du solstice, on peut faire ce même travail, c'est-à-dire plonger à l'intérieur de soi, y chercher notre inconscient, notre intuition, des réponses à nos questions. Pourquoi pas démarrer un shadow work? Mais alors là, allez-y avec moult prudence, parce que ça c'est le truc à la mode, qui a des dérives absolument dégueulasses. Et voilà, on va pas y revenir, sinon on y sera jusqu'à l'ISA prochain, mais vous avez compris. Mais toujours est-il que voilà, on travaille sur les projets, on travaille sur les idées en dormance, sur les choses qui sont pas encore parvenues à la surface, mais qu'on a envie de développer, qu'on a envie de faire fructifier à la belle saison. Donc c'est un moment de planification. On n'est pas immobile, non, on planifie et on voit dans l'avenir. Oui, on a le droit de se projeter, oui, autorisez-vous de vous projeter, allez-y. Donc, le plus souvent, on est dans cette idée de rechercher cette lumière invisible qu'on a à l'intérieur de nous, l'étincelle intérieure, si vous voulez, pour qu'elle nous aide à tenir le coup pendant l'hiver, tout simplement. Alors, dans les traditions néo-païennes aujourd'hui, on appelle souvent la période entre Samhain et Imbolc la période de confusion. Alors ça vient pas de nulle part. Ça vient en fait du fait que
ça, c'est un héritage des traditions celtiques, et notamment des Celtes qui utilisaient un calendrier lunisolaire. Il faut savoir que les Celtes, c'est un mot très vaste, hein, n'utilisaient pas tous le même calendrier. Il y en avait qui utilisaient le calendrier julien, il y en avait qui utilisaient d'autres formes de calendrier, mais on sait que ceux qui utilisaient un calendrier lunisolaire devaient faire un ajustement à la fin de l'année pour se remettre en fait raccord avec le cycle naturel, parce que ça collait pas, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, nous, on a réussi à établir un calendrier qui tient à peu près la route. On a juste un ajustement de 24 heures à faire tous les 4 ans, notre fameux 29 février. Mais il faut savoir qu'avec un calendrier lunisolaire, en particulier certaines versions des calendriers celtes, c'était quand même un petit peu plus chaotique. Et même le calendrier julien, il avait quand même pas mal d'ajustements à faire, qui pouvaient aller jusqu'à 14 jours, donc c'est pas rien. Il se trouve donc que très souvent, entre Samhain et Imbolc, on faisait cet ajustement-là, et que on perdait des jours, ou on en gagnait, ou on avait des jours qui étaient complètement décalés, et du coup les gens étaient quelquefois un peu confus, d'autant que ce décalage n'était, je vous l'ai dit, pas le même selon les peuples, c'est-à-dire que des fois t'avais des dates qui étaient décalées par rapport à ton voisin, pour peu que tu te trouves au bord d'une frontière. Du coup, cette idée d'une période de confusion entre Samhain et Imbolc, eh bien tout simplement ça vient de là, parce que c'était une période littéralement confuse. Jusqu'à l'établissement du calendrier grégorien, qui a été très tardif pour certaines zones, n'est-ce pas l'Angleterre? Ah, l'Angleterre. 15e siècle, ça va, c'était pas trop tard. Bref, mais, et encore pas partout, mais vous avez compris, en tout cas, cette période-là était un petit peu chaotique. Si on ajoute à ça les traditions des Saturnales qui faisaient s'effondrer les barrières entre les milieux sociaux et qui pouvaient déclencher une certaine dose de chaos, et bien on se retrouve avec une période où on était un peu perdu, quoi, en quelque sorte. Du coup, on a attribué ça aujourd'hui à des petites farces d'esprit un peu trickster, un petit peu blagueur qui viennent semer la zizanie, notamment le petit peuple, un certain membre de Faerie, etc. Et on dit aujourd'hui que l'énergie dans cette période elle est extrêmement instable. Et bien ça vient en fait tout simplement de ces traditions-là. Du coup, c'est aussi un moment de surprise et d'un petit peu de chaos de temps en temps. Alors, si on veut récupérer également quelques traditions des Saturnales, ça peut être intéressant à cette période-là de laisser tomber tout ce qui va être hostilité, rancune, colère, règlement de compte, et pourquoi pas aussi hiérarchie, et si on peut, travail. Alors c'est pas facile. Heureusement, on a des jours fériés. Enfin, c'est pas facile, hein. C'est un petit peu difficile de laisser tomber la hiérarchie et le travail, même une seule journée quand on est obligé de travailler à Noël. Mais si vous le pouvez, pourquoi pas. Ça peut être une petite chose intéressante à symboliser, on va dire, de manière... à partir du moment où tout le monde est d'accord. En tout cas, dans le folklore, on a pas mal de contes et de légendes qui nous racontent que pendant la nuit du solstice ou pendant la nuit de Noël, n'oubliez pas qu'à l'époque romaine, ou en tout cas à l'établissement, jusqu'à la réforme calendaire, c'était le même jour. D'ailleurs, dans Une année en magie, on en a parlé quand on a parlé de la Sainte Lucie. On supposait que pas mal de divinités étaient capables de venir visiter les hommes. Donc là encore, on a parlé de pas mal de choses à ce sujet dans Une année en magie quand on a parlé de la chasse sauvage, mais on n'avait pas que des choses entre guillemets violentes comme celle-ci, il y avait aussi des choses un peu plus tard qui étaient beaucoup plus propices. Et en particulier certains personnages folkloriques beaucoup plus tardifs, donc post-christianisation, qui apportaient des cadeaux aux enfants sages. Alors il n'y a pas eu que le Père Noël. Le Père Noël aujourd'hui c'est le syncrétisme de plein de figures différentes. Là encore on va pas y revenir parce que sinon on y est encore jusqu'à Lunasa, mais on y retrouve des figures comme Saint Nicolas, comme la babouchka russe, la tante Harry, la Berchta allemande, et aussi ses pendants maléfiques, par exemple les fameux Pères Fouettards, notamment Krampus. Ça, si jamais ça vous intéresse, les Pères Fouettards, on l'a aussi traité dans Une année en magie l'année dernière, en décembre 2022. Je vous mettrai le numéro là encore en barre d'infos. C'est hyper intéressant. Franchement, étudier les Pères Fouettards, voilà, c'est un moment que j'ai adoré faire ce dossier l'année dernière. Voilà,
Il y a aussi la Befana dont je vous ai pas parlé tout à l'heure, pas dans les Pères Fouettards mais dans les Pères Noël. Bref, tous ces personnages-là ont été mixés dans un énorme Glooby-Boulga, pardon, géant, et ils sont devenus le Père Noël, mais à l'origine, en fait, c'est plein de personnages différents. Et ça, on en a parlé dans la première année d'une année en magie. Bref. Donc, si on veut, on va essayer de décourter un petit peu tout ça, parce que j'ai largement dépassé mes fameuses 40 minutes. Je vous avais prévenu que ce serait loin. Je vous l'avais dit que cette vidéo, elle serait monstrueuse. Alors, au niveau des symboles, qu'est-ce qu'on retrouve dans les symboles de Yule aujourd'hui? Je pense qu'un des premiers auxquels on pense, bien sûr c'est le sapin, mais le sapin je vais pas m'attarder dessus, sinon on y est jusqu'à mes bonnes prochains, mais un des plus connus c'est la fameuse bûche, la Yule log en anglais, qui est, comme son nom l'indique, une bûche de bois, souvent du chêne, même si on a pas mal de variantes au Pays de Galles, par exemple, qui prennent du frêne, bref, il y a pas mal de choses différentes, qu'on faisait brûler dans la cheminée pendant, de préférence, toute la période de Noël, généralement 12 jours. Alors oui, il fallait une sacrée bûche pour que ça brûle pendant 12 jours, ou alors il fallait faire des sacrées économies de chauffage, donc quand on parle de bûche de Noël, c'était de la bûche. Grosse bûche. Souvent c'était un tronc d'arbre qu'on allait débiter en plusieurs tronçons. Alors pourquoi 12 jours? Eh bien tout simplement parce que c'était un présage pour les 12 mois de l'année à venir. Si on pouvait s'éclairer avec cette même bûche pendant 12 jours, on ne manquerait de rien pendant les 12 mois à venir. Ça, c'est une tradition qui généralement est inspirée de la tradition judéo-chrétienne, enfin plutôt chrétienne, qui part donc de Noël, le 25 décembre, jusqu'à l'Épiphanie, le 6 janvier. Aujourd'hui, on a des variantes, donc il y a pas mal de traditions, notamment la tradition nordique, qui allume plutôt la bûche la veille du solstice d'hiver, et ça emmène généralement jusqu'au 1er janvier, aux alentours du 1er janvier, en fonction de la date du solstice d'hiver, puisque ça change. Par exemple, cette année, le solstice d'hiver va tomber, on est en 2023, au cas où vous regardiez cette vidéo plus tard, le solstice d'hiver tombe le 22 décembre, ce qui veut donc dire qu'on allumera la bûche le soir du 21, et qu'on l'éteindra le 2 janvier. Voilà, tout simplement parce que ça tombe un petit peu plus tard que d'habitude cette année. Bref, à vous de voir ce que vous préférez, si vous voulez commencer à Noël, du 25 au 6. Donc c'est pas tellement dans une optique catholique, c'est juste une question de réforme calendaire. Voilà, si vous voulez faire façon calendrier julien ou façon calendrier grégorien. À vous de voir. En tout cas, on sait que cette tradition, elle était observée par les peuples scandinaves aux alentours du 9e siècle, 9e, 10e siècle, et qu'elle s'est diffusée tout simplement avec la colonisation norroise à partir du 11e siècle en Europe. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tellement implanté que la bûche, on la met à toutes les sauces et que c'est même devenu un gâteau emblématique de Noël, tout simplement parce qu'on n'a plus beaucoup de cheminées dans nos maisons, et que, on a fait un gâteau pour remplacer cette idée-là. C'est plutôt une idée sympathique. On peut, pourquoi pas, envisager de le manger pendant 12 jours, si on a moyen de le congeler, pourquoi pas. Alors personnellement, je déteste la bûche de Noël, donc je n'irai certainement pas manger ça à ce moment-là, mais si vous aimez ça, c'est une idée un petit peu sympathique. Alors, si jamais vous ne pouvez pas allumer une bûche de Yule, ou si vous êtes comme moi, que vous détestez la bûche de Noël, vous pouvez tout à fait trouver d'autres moyens, par exemple brûler des petites brindilles de bois pendant 12 jours, une petite brindille par jour, ou des feuilles sèches, ou pourquoi pas vous fabriquer une bûche sur laquelle vous allez percer des trous pour mettre des bougies, vous pouvez mettre 12 bougies et brûler une bougie par jour, ça marche très bien aussi. En tout cas, ce sont des symboles qui reviennent assez souvent. Avec eux, on retrouve également certaines plantes, donc le chêne dans notre bûche, et puis en lien avec le retour de la lumière. Le gui aussi, qui est un symbole de fertilité, c'est une plante qui fructifie aux alentours de Yule, donc on a cette idée d'un fruit céleste, parce qu'en plus il pousse sur un autre arbre, on connaissait pas exactement son mode de reproduction et de survie, bref. On a également le hou, pour la même raison, qui fait des baies rouges à cette période-là. Donc le hou qui va plutôt être un symbole d'immortalité, de prospérité. Et évidemment, bien entendu, notre fameux sapin, qui est toujours vert et qui est une lumière d'espoir au cœur de l'hiver. Mais bon, là encore, je ne peux pas m'étaler, j'ai pas le temps sur ces plantes-là. Si jamais ça vous intéresse, je vous renvoie au chapitre
qui est dédié aux plantes du numéro de décembre 2019 d'une année en magie. Là encore, je vous mets toutes les références en barre d'informations. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait à Yule? Qu'est-ce que quoi fait-on? Eh bien, on va surtout s'inspirer de la notion de solstice, donc comme un moment suspendu dans le temps. Hein. Donc pourquoi pas faire une pause à ce moment-là, c'est toujours intéressant, peut-être pour planifier l'avenir. Pourquoi pas aussi pour se réunir avec nos proches, nos êtres chers, partager des bons moments, des moments de joie, des cadeaux, des échanges, un bon repas, ce qui est relativement proche de ce qu'on fait, hein, vous allez me dire, en période de Noël. On décore la maison avec des décorations brillantes, joyeuses, festives, des lumières. Là encore, pour symboliser le printemps qui va bientôt revenir et la joie au milieu de l'ombre. On peut également donc fêter les 12 jours ou les 12 nuits, selon la tradition qui vous interpelle le plus, avec une bûche, avec des bougies, avec des petites brindilles à brûler, ce genre de choses. Bref, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Offrir des cadeaux, bien entendu, pour symboliser l'amour que l'on a pour des proches. Et évidemment, faire des offrandes également. Donc, on ne fait pas forcément que des cadeaux aux gens. On peut aussi faire des offrandes aux défunts, faire des offrandes aux divinités, aux esprits du foyer, aux esprits du lieu, etc. Bref, à toutes les entités qu'on a envie de remercier. On n'est pas obligé de faire des cadeaux matériels. On peut aussi offrir du temps, de l'aide, des ressources, une épaule. Bref, vous avez compris. Pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. Vous pouvez même faire une offrande au Père Noël. Les enfants aiment bien faire ça. On lui laisse une petite assiette avec des petits biscuits pour lui, un petit verre de lait et puis des petites carottes pour ses reines. Puis on espère que ça va disparaître. On sait très bien que c'est les parents qui vont se les coltiner la nuit. Alors il y en a à qui ça fait plaisir. Hein. Il y a des parents qui adorent ça. Moi, je laissais énormément de nourriture parce que le Père Noël était gros. Donc il fallait qu'il ait beaucoup de nourriture. Ma pauvre mère se faisait une bombance dans la nuit du 25, enfin du 24 au 25. Maman, je sais que tu me regardes, pardon, je suis désolée, je t'ai fait risquer un diabète, je suis vraiment navrée. On peut aussi, si on est dans la tradition wiccan, rejouer la bataille du roi Chêne et du roi Hou. C'est le roi Chêne qui est censé gagner, n'oubliez pas. On peut également s'occuper des animaux, puisque eh bien, on sait qu'ils souffrent. Alors, on va par exemple nourrir les oiseaux du jardin, éviter les boules de graisse qui sont dans les filets. Là, vous savez, c'est très mauvais, c'est très dangereux. Donnez-leur plutôt des graines ou faites-leur des guirlandes de popcorn, des choses comme ça, c'est très très bien. Popcorn nature, on est d'accord. Pourquoi pas offrir du fourrage à certains animaux de la forêt, par exemple, il y a des associations qui proposent ce genre de choses, et puis vous occupez de vos animaux domestiques si jamais vous en avez. Alors pourquoi les animaux? Eh bien tout simplement parce qu'on a une vieille tradition européenne qui dit que la nuit de Noël, eh bien, les animaux domestiques et les oiseaux sont brusquement capables de parler et discutent entre eux. Alors très souvent, ils vont délivrer des prophéties. Alors il y a plein de gens qui ont essayé de les entendre en se cachant à côté des étables ou à côté des écuries. Oui, j'ai essayé. Non, je n'ai rien entendu. Oui, il est possible que je me sois endormie. Mais vous n'avez aucune preuve. Bref, toujours est-il que leurs paroles sont entendues par les dieux. Du coup, si vous les avez nourris, si vous avez été sympa avec eux, il y a de fortes chances qu'ils disent du bien de vous, et ça, c'est plutôt une bonne chose pour votre matricule. Voilà. C'est pour ça que c'est bien de s'occuper des animaux. Évidemment, on observe la nature, donc on va se promener dans la nature, ou dans un jardin public, où on lève les yeux vers le ciel, en plein milieu d'une ville, ça marche aussi, la nature, elle est là-haut également, elle n'est pas que sous la terre. On regarde un petit peu le temps qui ralentit, les nuits qui rallongent, et puis les nuits qui, après, vont lentement raccourcir. On prépare un bon festin de saison pour... alors, on va pas rompre le jeûne, puisque nous, on ne fait plus de jeûne, mais on peut penser à ça, on peut penser à ceux qui sont venus avant nous, qui n'avaient pas la chance de pouvoir manger à leur faim tous les jours, et se dire qu'à ce moment-là, au moment de Noël, au lieu de faire un énorme repas complètement démesuré, on va plutôt faire quelque chose d'un peu plus raisonnable pour consommer de manière raisonnée, du coup. Bref. Et au niveau des rituels, il faut savoir que l'énergie à ce moment-là, elle est très intense et elle est aussi
très diverses, hein, gardez à l'esprit qu'on est dans notre fameuse période de confusion. Et donc c'est très propice à la magie, mais attention à pas tomber dans la surcharge en faisant trop. En tout cas, c'est un très très bon moment pour tous les rituels de bannissement de la négativité, à condition que vous les fassiez suivre par quelque chose qui va venir remplacer ce que vous avez banni. Donc toujours dans l'idée que la nuit va décroître et va être remplacée par le soleil qui va croître par-dessus. Donc ne vous contentez pas de bannir, faites suivre d'une attraction positive derrière. C'est très très bien pour la protection également, pour la divination sous toutes ses formes. Vous pouvez également vous entraîner à la pyromancie, puisque c'est un sabbat qui utilise beaucoup la lumière et le feu. Si vous avez envie d'en apprendre plus sur la pyromancie, je vous renvoie à la vidéo du numéro de décembre 2019 Lune en magie. Il est dessous. Évidemment, tout ce qui va être des rituels pour aider les nouveaux projets à se concrétiser et à se développer. Tout ce qui va être sortilège de prospérité, de protection de la nouvelle année, bref, de projection dans l'avenir. On travaille également sur la magie nocturne, donc sur l'interprétation des rêves, sur les peurs, sur les nouveaux départs. On s'occupe de nos esprits du foyer et on en profite pour pratiquer la gratitude, les offrandes et pourquoi pas exaucer un vœu, mais on n'en exauce qu'un seul. Donc choisissez le bien avec parcimonie et mesure. Bref, oui, 55 minutes. Avions-nous déjà fait ça? Je ne crois pas. Ça va être un bonheur uploader cette vidéo. Je le savais, mais je le savais que je dépasserais les 40 minutes. Bref, est-ce qu'il y a une team 55 minutes parmi vous? Vous serez pas très nombreux, je pense. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo n'a pas été trop longue, que je vous ai pas trop perdu en chemin, qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire ou à la partager à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Ça aide énormément pour le référencement de la chaîne et ça c'est super important. Si jamais vous avez envie de me soutenir plus activement, j'ai un petit Ko-fi sur lequel vous pouvez me laisser un petit don libre pour aider à faire vivre cette chaîne. C'est extrêmement précieux et je remercie toutes les personnes qui m'ont laissé des Ko-fi dans les semaines qui sont passées. Et si jamais vous avez envie d'encore plus de blabla, eh bien vous pouvez me suivre sur le programme Une année en magie sur Patreon où je vous propose tous les mois un livret d'une centaine de pages et 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de mois tous les mois. Que demander de plus ou de moins, je ne sais pas. Bref, d'ici Yule, portez-vous bien, prenez un grand soin de vous, passez un excellent sabbat, de très joyeuses fêtes de Noël, même si techniquement on va se revoir d'ici là, si vous avez le courage de me regarder juste avant Noël. Prenez un très grand soin de vous, portez-vous bien, et surtout plus que jamais, restez magique. À très vite. Ciao!